Bonjour Farid Bentoumi, merci d'être là sur ce plateau. Vous êtes le réalisateur de Rouge qui est présenté en avant-première et qui sortira en France le 25 novembre. C'est votre deuxième long métrage. Ouais. Votre premier long métrage était inspiré de votre frère et de votre famille, Good Luck Algeria, puisque votre frère a participé aux Jeux Olympiques de Turin, c'est ça? C'est ça. En tant que skieur de fond. Ouais. Et là, pour ce deuxième film, on est aussi plongé au cœur d'une famille, puisque Nour, le personnage féminin joué par Zita Enro, est engagé dans l'usine chimique de son père, Slimane, et en mettant un peu les mains dans les dossiers, se rend compte qu'il y a des accidents qui ne sont pas déclarés, des ouvriers qui devraient être suivis qui ne le sont pas. Il se trouve que Nour porte un peu en elle une sorte de dette vis-à-vis de sa propre éthique, puisqu'elle était infirmière et aux urgences, qu'elle n'a pas pu sauver quelqu'un. D'ailleurs, elle répète qu'elle a fait ce qu'elle a pu. C'est vraiment très, très... faut dire que son interprétation est magnifique. Je l'ai trouvée bouleversante. Donc il y a cette chose où elle répète « j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai fait tout ce que j'ai pu ». Et là, en fait, elle est confrontée à une situation où il s'agit d'aller au-delà, de faire ce qu'elle peut, de ne plus transiger, non seulement humainement, mais je dirais aussi politiquement. Et c'est peut-être le trajet que fait le personnage. Donc je voulais vous demander, est-ce que c'est pas finalement le récit d'un engagement, d'une entrée peut-être dans un engagement politique? Ouais, complètement. C'est politique, je sais pas, mais en tout cas, c'est le récit de comment on devient lanceur d'alerte, en effet, d'où les lanceurs d'alerte puissent ce courage-là. Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. J'ai écrit le film pendant plus de 2 ans et demi et du coup, j'ai fait beaucoup de recherches sur différentes histoires de lanceurs d'alerte. C'est parti en effet de l'usine Alteo à Gardanne et de Olivier Dubuquois qui depuis 2010 se bat contre les déchets, les rejets toxiques de cette usine. Parce que les images qu'on voit à la fin du film, c'est de cette usine de Gardanne. Oui, tout à fait. D'accord. Et partant de là, en fait, l'histoire d'Olivier, qui lui s'est battu depuis 2010, qui a abandonné une partie, qui travaille plus qu'à mi-temps pour pouvoir lutter contre l'usine, qui a eu plus de 60 000 € de frais de procès, qui continue parce qu'il lui, au départ, il est prof de géo. Et il se dit, c'est pas possible de rejeter des déchets toxiques, des rejets toxiques dans la Méditerranée, dans un parc national. Et donc, c'est des gens qui vont se battre, qui vont sacrifier une partie de leur vie, personnelle et professionnelle, pour une cause qui les dépasse. Et je voulais chercher d'où venait cet engagement-là, en fait, cette force-là. Et c'est pour ça que le film mélange à la fois une histoire de famille où l'amour est très présent, où le père a élevé seul ses 2 filles, et du coup ça renforce le noyau familial comme ça renforce l'attachement de cette fille envers son père, et un débat plus large qui est le chantage à l'emploi, la pollution, l'environnement, et est-ce qu'on voit à court terme ou est-ce qu'on voit à long terme? Est-ce qu'on se bat absolument pour sauver des emplois si on sait que telle ou telle industrie pollue? Et j'aimais bien en fait que Zita, son personnage Nour, pour lancer l'alerte, dans cet engagement politique, mais qui n'est pas que politique, dans cet engagement-là, doivent faire exploser sa famille, en fait, doivent faire exploser ces liens qui sont très très forts, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment symbolique de comment le lanceur d'alerte se dépasse. Et moi, ce que je trouve très très beau, c'est le trajet aussi de son père, en fait. Enfin, comment petit à petit, il faut que sa fille aille jusqu'au bout, jusqu'à effectivement se brûler, enfin littéralement, pour qu'il la rejoigne en fait dans ce combat. Ouais, c'est-à-dire que ce qui est important pour moi quand je fais des films, Good Luck Algeria, c'est un peu pareil, c'est que chacun a ses raisons en fait. Chacun à son niveau a ses raisons d'agir et chacun estime que son combat est juste ou la façon dont il avance dans la vie est juste. Et pour moi, Nour, elle se bat parce qu'il y a de la pollution, mais aussi en effet parce qu'il y a des ouvriers qui sont blessés, parce qu'ils risquent leur santé, parce que son père lui-même qui travaille dans cette usine, et on le voit à différentes fois dans le film, chargé de la terre rouge et tout ça, travailler au milieu de la poussière sans masque, parce qu'il a l'habitude de travailler comme ça, puis le masque, on le sait tous maintenant, mais on a du mal à respirer avec, ça c'est compliqué de vivre avec ça, de travailler avec ça dans une usine, on peut imaginer. Et donc voilà, lui il se bat parce qu'il veut que les employés de l'usine gardent leur emploi, il veut que les gens qu'il connaît depuis 25 ans, parce qu'il y a un truc très fraternel dans les usines, c'est comme une deuxième famille en fait, c'est pour ça que c'est une histoire de famille un peu plus compliquée, il y a la famille biologique et la famille de l'usine, quoi.
Du coup, lui aussi, il a raison de se battre pour que l'usine soit maintenue. Et puis, il ferme les yeux sur la pollution, il ferme les yeux sur les accidents, mais comme beaucoup, en fait. Le film raconte que ces gens qui sont délégués du personnel, délégués syndicaux, ils se battent pour les employés, se battent pour les salaires, mais souvent, ils sont pris en otage par des gens qui sont au-dessus d'eux, pas forcément le patron de l'entreprise, mais des fois, ça monte au-dessus, par des groupes maintenant qui gèrent les entreprises et qui disent on va mettre plus d'argent là, un peu moins d'argent là, et surtout de l'argent pour les actionnaires, un peu moins pour rénover les usines. Et finalement, la question, c'est aussi qu'est-ce qui va rester pour les générations à venir, et on sent quand même une sorte de conflit un peu générationnel entre peut-être notre génération à nous et ceux de nos pères, de comment a été gérée toutes ces questions écologiques. Oui, c'est des histoires de prise de conscience. Quand je disais chacun a ses raisons, c'est vrai que lui, il a un point de vue qui est différent de celui de Nour. Et en effet, ça m'intéressait que dans la fiction, dans le cours du film, dans le récit, elle le fasse basculer. Elle fasse basculer son point de vue. En général, la tragédie, c'est pas ça. Là, c'est vraiment un personnage de tragédie pour moi, Nour. Avec Zita, on a parlé d'Hamlet, on a parlé d'Antigone, de ces personnages-là qui se rebellent contre le pouvoir quand ils sentent que le pouvoir est injuste envers eux. Mais en effet, c'est plus possible, et c'est plus possible maintenant, quoi. Et donc, c'est ça, et qu'elle est prête à tout perdre, en fait. Enfin, c'est vraiment magnifiquement interprété, et justement, tout le jeu est extrêmement tenu, extrêmement tendu. Comment est-ce que vous avez travaillé avec ces acteurs-là? Est-ce que vous avez beaucoup répété, ou vous avez travaillé un peu autour du scénario? Non, je répète très très peu. Après, Zita et Samy, c'est des comédiens qui travaillent énormément. Quand ils arrivent sur le plateau, ils ont déjà beaucoup travaillé leur rôle, ils savent où ils sont. Je travaille beaucoup sur les décors, les costumes, pour être précis, pour qu'ils soient vraiment le plus possible dans leur personnage. Et en fait, Zita et Samy, ils ont la même approche du jeu, c'est-à-dire qu'ils vivent les choses, ils ne jouent pas, ils sont pas à distance avec leur personnage. Et moi, quand je regarde l'image et quand je les vois jouer, je vois le père et la fille. Je vois qu'ils se parlent entre père et fille. Il n'y a plus de personnages, il n'y a plus de comédiens. Vraiment, ils vivent les scènes pleinement, et c'est hyper agréable pour moi. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi justes et aussi forts. Mais non, c'est plus... on essaie plus de vraiment, pas de recréer la réalité, mais d'être au plus proche de la réalité. C'est-à-dire que mon scénario, je le fais lire par une journaliste, je le fais lire par un médecin, je le fais lire par une infirmière, je le fais lire par un délégué syndical, pour que chaque chose soit juste et bien documentée, et que la façon dont ils parlent, la façon dont ils agissent soit la plus juste possible. Et du coup, quand les comédiens arrivent, parfois je leur ai fait rencontrer par exemple le lanceur d'alerte, ou je leur fais rencontrer les rôles qui sont équivalents aux leurs. Samy, il a appris à conduire un engin, il a rencontré les ouvriers de l'usine, il a commencé à discuter avec eux et tout ça, et j'essaie de mettre en place ces choses-là pour qu'ils soient au plus près du parler, au plus près de l'action et au plus près des corps de ces gens-là. Après, je pense que les choses se font assez naturellement. J'essaie d'être assez précis, ou même très précis sur mes dialogues, pour que ça réponde bien. Donc c'est vrai qu'on fait des lectures de scénarios, mais on ne répète pas, parce que je trouve que répéter, ça casse l'instinct des comédiens. Oui, c'est vrai que là, il y a une grande spontanéité, quelque chose de très fort entre eux, quoi, qui s'adressent vraiment les choses, et effectivement, on sent cette complicité entre deux, comme vous dites, qu'ils vivent vraiment ce qu'ils sont en train de jouer. Mais après, dans la mise en scène, c'est vrai que Georges Le Chaptois, là, qui a fait la direction de la photographie, l'image, quand j'arrive sur le plateau avec lui, je fais répéter les comédiens 2-3 fois, jusqu'à ce que les comédiens se sentent à l'aise dans le décor, et c'est eux qui nous dictent en fait comment on va les filmer. Jamais je découpe une scène en avance, ou jamais je me dis tiens, je vais filmer comme ça, parce que moi j'estime que mon travail de réalisateur, ou en tout cas ce que je peux apporter comme réalisateur, passe après le travail des comédiens. Enfin vraiment, pour moi, leur jeu est au centre de tout. Et je ne vais pas aller chercher des mouvements de caméra hyper compliqués pour montrer que je sais super bien réaliser, et puis j'ai vu le film de machin et c'est super. Enfin, je m'en fous de ma place comme réalisateur. Donc vous vous basez en fait sur ce que eux proposent en fait, à partir de ce qu'ils ont ressenti de l'écriture de la scène. À tel point qu'il y a une scène par exemple entre Céline Salette et Samy Bouajila qui est hyper forte sur la fin du film. Et on avait prévu de la jouer dans un couloir de l'hôpital, un couloir des urgences. Et puis en fait, il commençait à jouer, puis il ne se sentait pas à l'aise, et on avait passé 1h30 à éclairer tout le couloir, à installer des lumières partout pour que ce soit bien, à penser, à se dire tiens, il pourrait jouer là, il pourrait faire ça et tout. Donc moi je les installe, je leur mets des brancards, je leur mets des petits trucs, je fais des petits passages d'infirmières, de médecins pour rythmer leur jeu aussi, pour les aider, leur faire des appuis de jeu. Et puis en répétant, au bout d'un moment, je sentais qu'ils n'étaient pas à l'aise, et je leur dis mais là ça va pas, vous voulez qu'on trouve autre chose? Donc on commence à bouger dans tout le couloir, on pousse toute l'équipe, on se dit ah non, ça pourrait aller là, et puis après je leur dis mais ça va pas, en fait vous n'êtes pas à l'aise. Et on va l'essayer dans l'entrée, qui n'était pas du tout éclairé, qui n'était pas un décor où on avait tous nos stocks, on avait même la table régie avec les sandwichs et tout, qui est une salle d'attente. Et au final, on a joué la scène là, il a fallu tout virer, tout rééclairer, tout. Mais on a perdu 2 heures, mais en fait, on n'a pas perdu 2 heures, on a gagné la scène, quoi. Et pour moi, c'est hyper important que les comédiens se sentent à l'aise et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes.
Oui, du coup, c'est peut-être aussi cette forme de souplesse que vous avez qui a permis que ce jeu soit au plus proche d'eux, en fait, de ce qu'ils ressentent, de leurs émotions. Et vraiment, c'est une des grandes forces du film. Et je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Super, merci. Merci, bon festival. Merci. Allez, s'il te plaît, fais-nous une photo là, avec les gens derrière. Ouais. Ah non, mais papa. Allez, allez. Merci pour le poste. Non, c'est à votre père qu'il faut dire merci. Va bien? Le masque, les gars. Mais non, c'est important. Attends, ça fait 15 ans que t'as pas vu le médecin du travail, mais c'est pas possible, ça. Si l'usine pollue, vous pensez pas qu'on a le droit de savoir? Et vous êtes journaliste pour qui? Je suis indépendante. Répondez simplement, elle pollue ou pas? Écoutez, ça fait 29 ans que je bosse chez Arcalu. Ma fille ici présente vient d'y être embauchée. Vous pensez vraiment que si j'avais le moindre doute d'un danger venant de chez nous, j'aurais laissé faire? Y a quoi, là, qui sort des tuyaux, là, de l'usine? À la réunion, l'autre jour, vous avez dit qu'il y avait un problème avec l'usine. J'ai du mal à avoir des infos précises, mais si c'est aussi verrouillé, c'est qu'il y a quelque chose de pas clair. Aujourd'hui, les rejets sont traités différemment. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucun problème. Pourquoi il déverserait dans des carrières abandonnées si c'était clean? Il ment, papa. Pourquoi tu t'occupes toujours de ce qui te regarde pas? Je sais pas, je reste là, je croise les bras. J'attends que vous soyez tous morts. On va pas déclarer l'accident. Si on fait rien, nous, personne ne fera rien. Un cancer aussi rapide à 29 ans, c'est pas normal. Je suis pas lanceur d'alerte, d'accord? Tu t'es fait manipuler par cette Et petite moi, non, journaliste papa, qui je ne nous tourne veux pas autour comme une fermer les charognard yeux. pour avoir son scoop. Je sais que c'est compliqué ce que tu Ah fais. non, tu sais pas. Vous savez même pas qui est votre fille. Mon métier consiste à restituer sur un écran de cinéma l'œuvre d'un cinéaste. Et donc, quand je dis restituer, ça veut dire que ce que je dois projeter, ce que je projette, était exactement identique à ce que le metteur en scène, le directeur de la photo, l'ingénieur du son ont imaginé pendant le tournage. Je m'appelle Rachid Tizi, j'habite Montpellier. Et je suis projectionniste de cinéma, et plus particulier en festival. Et je fais ce métier depuis plus de 50 ans. J'ai fait un métier que j'ai choisi, ce métier m'a choisi, et donc je suis très content de ça en fait. Mais les gens sont toujours fascinés par ce qui se passe derrière le carreau. Parce qu'en fait, moi je me souviens que quand j'étais enfant, quand j'allais au cinéma, bon c'était il y a très très longtemps, la première chose que je faisais quand je rentrais dans un lieu comme ça, je levais la tête et je regardais ce qui se passait derrière. Et j'imaginais plein de choses derrière le carreau de projection. Donc effectivement, même actuellement, quand je suis en projection, je vois bien que les gens quand même quelquefois lèvent la tête et regardent vers l'arrière de la salle. En se demandant que peut-il bien se passer derrière, quoi. Là, je vérifie que tout est OK, que le son est OK, que l'image est OK, que le format est OK, voilà. Et que tout est OK, voilà, tout simplement. En fait, c'est un travail où on vérifie en permanence ce qu'il y a à l'écran et ce qu'il y a dans le son, quoi. Là, le film vient de démarrer. Et il s'est terminé dans 1h59 minutes et 13 secondes exactement. Cinémètre, j'ai fait donc à peu près les 10 premiers numéros et j'ai fait les 10 derniers numéros, on va dire, voilà. Donc en fait, je suis parti on va dire de 0 à 10 et je suis revenu dans 42, donc du 35e à celui-ci, quoi, voilà. Et entre-temps, j'ai travaillé sur d'autres festivals, quoi. Pour moi, le cinéma, ça reste d'abord une histoire, et puis quelqu'un qui sait la raconter et qui vous captive. Voilà, c'est ça le cinéma, c'est ça, et puis rien d'autre, quoi.